Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. À la une, le sud de la France, une nouvelle fois frappé par les fortes chutes de pluie. À la clé des inondations et plus de 3000 habitants évacués, à la fois dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales. Alors où en est-on ce soir? Page spéciale avec nos envoyés spéciaux. Un week-end politique chargé avec d'abord Nicolas Sarkozy qui retrouve la présidence de l'UMP. Question sur la réforme qu'il entend engager et avec qui. Quelle sera l'attitude d'Alain Juppé, François Fillon ou encore Bruno Le Maire? Au Front National, Marine Le Pen, unique candidate, a été réinvestie à la tête de son parti avec 100% des suffrages exprimés. Quelles sont ses réelles ambitions? Elle est l'invitée politique de ce dimanche. Aux États-Unis, la question raciale ressurgit à nouveau après les émeutes qui ont fait suite à la mort d'un jeune noir à Ferguson. Le policier qui avait ouvert le feu sur l'adolescent a décidé aujourd'hui de démissionner de la police. Nous irons à Washington. Notre enquête ce soir sur les chasseurs de trésors archéologiques. Ils sont hors la loi et chaque année pourtant, près de 500 000 objets sont ainsi dérobés dans nos sous-sols. Enfin, l'invité de 20h30, il y a eu l'Oscar The Artist des films aux États-Unis, mais le revoilà dans une production 100% française. Un face-à-face, une plongée dans les années 70, Marseille et la guerre qu'a lancé un juge, Pierre Michel, contre le trafic de drogue. Ce juge, assassiné, c'est Jean Dujardin qui l'incarne. Il vient ce soir nous présenter la French. À tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. 4 morts et 1 disparu depuis vendredi dans le Var. Une nouvelle victime ce dimanche dans le sud-ouest. Des dégâts matériels extrêmement importants. Le sud du pays vient de vivre à nouveau un week-end douloureux en raison des intempéries. De fortes pluies qui ont entraîné de multiples inondations. Ce soir, plusieurs milliers de Français sont dans une situation délicate. Premier tour d'horizon dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales avec Arnaud Boutet et nos équipes en région. L'étang de Bages, au loin, s'est déversé dans les champs. La basse plaine s'apparente à un immense marécage. Dans l'Aude, les vignobles des Corbières, la commune de Sigean, très touchée dans sa partie basse, avec des maisons et des entreprises inondées. Plus au sud, dans les Pyrénées-Orientales, Argelès-sur-Mer, le choc après la crue. Depuis el 63 que jo he vist Argelès, c'est la première fois que això és pareil. Jamais, jamais, jamais. La Massane, petit cours d'eau, s'est transformée en torrent fou. En quelques minutes, des dizaines de véhicules ont été emportés. Ce matin, tout le monde cherchait sa voiture. Il fallait pas que j'aille par ici et je me suis fait emporter la voiture. Voilà. Là, je la retrouve ici. Il suffit d'une vague, c'est submergé et tout fout le camp. Voitures détruites et artisans sinistrés. De nombreux ateliers proches de la rivière se retrouvent les pieds dans l'eau. Énormément de dégâts, énormément de dégâts. Tous les outils électriques sont sous l'eau, je sais plus rien. Voilà. On verra bien, on verra. En amont, au pied des Pyrénées, Raziguères, un autre village envahi par la crue. Les 160 habitants ont été évacués juste à temps. À Rivesaltes, en revanche, un septuagénaire vient de trouver la mort, victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il franchissait un pont. Depuis ce matin, des centaines d'habitants quittent leur domicile, comme cette centenaire qui ne perd pas le sourire. On s'en va parce qu'il y a de l'eau. Elle trouvera refuge dans un gymnase. 3000 évacuations dans les 2 départements et on compte encore ce soir quelques imprudents. On ne devrait pas passer là, quand il y a peut-être pratiquement 1 mètre d'eau là. Tout le monde attend un retour à la normale, mais devant le niveau des cours d'eau, il va falloir s'armer de patience. Et l'une des zones les plus observées ces dernières heures, c'est le secteur qui longe l'Agly. Le fleuve est en crue et des centaines d'habitants ont dû être évacués. Notre équipe a pris la route de Perpignan au Barcarès. Reportage Isabelle de Lyon et David Bress. Des tonnes d'eau chargées de boue qui dévalent à tout rompre. Nous rejoignons les Perpignanais à la fois effrayés et fascinés. Il y a des gros troncs d'arbres qui passent. Et c'est vraiment impressionnant pour les gens qui n'ont jamais vu ça. C'est énorme, c'est énorme. C'est impressionnant, je sais pas. Ça fait peur même. Le courant semble vouloir tout emporter. On a du mal à imaginer qu'ici, normalement, il y a une route. À 15 h à Perpignan, la tête est presque à son plus haut niveau. Circuler dans les départements imposait la plus grande prudence. Nous avons dû faire demi-tour plusieurs fois. À Argelès, des voitures devenues épaves nous rappellent à l'ordre. Ici, la nuit dernière a été éprouvante. À l'intérieur, c'est l'apocalypse. Tout a été soulevé, les bouteilles de gaz pleines.
l'eau qui est passée par-dessus le muret extérieur. Et on se retrouve avec de la boue et de l'eau. Sur la plage, fouettés par les vagues, nous apprenons cette nouvelle. Les vents ont changé de direction. Ils ne gêneront plus l'écoulement des fleuves. Les riverains de l'Agly vont souffler. 2800 personnes évacuées à titre préventif. On essaye de se prévenir entre voisins, on s'épaule et puis voilà, que voulez-vous, c'est comme ça. Hein. Contre l'eau, on ne peut rien. L'Agly était aujourd'hui le fleuve côtier le plus surveillé des Pyrénées-Orientales, celui dont la préfecture estimait qu'il pouvait causer le plus de dégâts. Toute la journée, les riverains qui habitent même plusieurs mètres au-dessus n'ont cessé de le scruter avec inquiétude. De nombreux habitants nous ont rappelé leurs mauvais souvenirs de 1999. Ils se souviendront aussi de cette année. Et c'est justement dans les Pyrénées-Orientales à Rivesaltes que le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est rendu cet après-midi. La vigilance rouge est toujours en place ce soir et c'est dans la salle de spectacle de la ville que plusieurs centaines d'habitants, vous le voyez, eh bien, se sont réfugiés. En direct sur place, on va retrouver Loumna Naki. Bonsoir Loumna, on attend des nouvelles pluies. Autre information pour demain, les transports scolaires eh bien, seront annulés, je crois. Oui, pas de transport scolaire dans tout le département des Pyrénées-Orientales car de nombreuses routes restent coupées, inondées et plusieurs lycées et collèges devraient également rester fermés. Alors effectivement, on attend de nouvelles pluies. Il commence d'ailleurs déjà à pleuvoir ici à Saint-Paul-de-Fenouillet. Des pluies a priori de faible intensité mais qui restent préoccupantes car les sols sont déjà bien gorgés d'eau et les fleuves qui sont actuellement en décrue pourraient à nouveau menacer. La fin de cet épisode orageux est prévue pour le milieu de la nuit, demain au plus tard. Merci beaucoup Loumna. Coup de projecteur maintenant sur le travail des secours, à la fois dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude, dans le secteur du Roussillon. C'est là-bas que nos équipes ont suivi le travail des sapeurs-pompiers. Fanny Stanner, Clément Le Goff et Émilie Denis. Apeurée, réfugiée au milieu de ses 5 chiens, cette habitante n'aurait jamais accepté d'être évacuée sans ses bêtes. Elle a vécu une nuit d'angoisse à regarder monter les eaux. Vous avez été surprise, madame, par la montée des eaux? Oui, À quelle heure vous êtes rendu compte que ça devenait inquiétant? à 11h. À 11h hier soir. On est monté à l'étage, j'avais le chien. Des secours aussi par les airs. Dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, les gendarmes ont réalisé 26 élitreuillages. À 3 mètres d'eau au moins, 2 mètres 50 en gel. Oui, facile. Toute la journée, ils ont surveillé la zone inondée à la recherche de personnes encore bloquées dans leur véhicule. Vers 6h du matin, on a commencé à élitreuiller 15 personnes, dont 3 enfants et 2 personnes handicapées, pour les sortir souvent de très mauvaises situations, sur les toits de voitures, sur les toits d'habitation. Dans ce quartier de Rivesaltes, les habitants ont été évacués in extremis. Tant qu'il n'y a pas de mort, c'est le principal. Tant que les gens sont évacués, hein. Le reste, c'est que du matériel. Donc, Vous avez pris des affaires pour les enfants? Oui, des vêtements, des couches pour le bébé, puis pas de nourriture, rien du tout, pas le temps. Vous connaissez du monde dans les HLM et tout ça? Un petit peu. Et dites-leur qu'il faut Sécuriser évacuer, les berges de la rivière, faut pas rester sur le pont. empêcher que les badauds ne s'approchent trop près. Partout, les secours sillonnent la zone, prêts à intervenir. Dans le village de Raziguer, pour les pompiers, c'est aussi l'heure du nettoyage. Fatiguée, parce que depuis hier soir, ça n'arrête pas. Hier après-midi, voilà. Une aide d'autant plus précieuse que la nuit risque ici d'être longue. Mais ce n'est pas terminé. Le département de l'Aude est désormais en vigilance orange. La commune de Sigean a été en partie inondée. L'eau étant passée au-dessus de la digue de l'Espina. Sur place, Véronique Gaglione et David Dameda. Regardez. Dès que l'eau s'est un peu retirée, Joël Rougier est venu ouvrir la maison avec ses 2 fils. Son épouse, elle, n'a pas voulu voir les dégâts. C'est le désastre. Voilà. On perd tout en affaire de 10 minutes. Et voilà. C'est comme si on perdait une vie, vous savez. Il a déjà tout perdu dans les inondations il y a 15 ans. Aujourd'hui, l'eau est montée encore plus haut, à plus d'1 mètre. C'est la désolation complète. Hein. Vous allez commencer par quoi là? Premièrement, attendre que l'eau parte. Et après, on commencera. J'espère. Et voilà, on attendra. Ici, l'eau est montée dans la nuit jusqu'à 1,80 m. Et tous les habitants ont été réveillés pour partir
tous, ou presque. Ceux-là ont dormi à l'étage. Vous avez eu peur hier soir ? Pas tellement, non. C'est plutôt quand, à 7 h du matin, quand je me suis levée, j'ai ouvert la porte et j'avais l'eau qui arrivait à la porte, là. Et 10 minutes après, il y en avait partout dans la maison. Voilà, c'est ce qui fait très peur. C'est la Berre qui est sortie de son lit. Elle est montée très rapidement, 4 mètres en moins d'1 heure. Elle est passée par-dessus cette toute nouvelle digue encore en travaux, mais la digue a tenu. Une vingtaine d'habitants ont dû être élitreuillés, plus de 300 mis en sécurité. Cette famille n'a sauvé que son chien. La maison et le restaurant sont noyés. C'est passé pas beaucoup de temps entre cette photo-là et cette photo-là. Et la chambre des parents et à ce niveau-là, il s'est monté à peu près là. Voilà. On a juste eu le temps de prendre nos affaires les plus basiques possibles pour pouvoir sortir. Et puis ensuite, j'ai rien d'autre que ce que j'ai sur moi. À présent, la Berre a bien entamé sa décrue, mais des routes restent barrées. Certains transports scolaires sont suspendus dans l'Aude demain matin. Et des milliers d'habitants en difficulté ce soir en direct sur place. On va retrouver Véronique Gaglione. Véronique, les habitants ont ce soir en tête de mauvais souvenirs, ceux des intempéries de 1999, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ici, les habitants, donc, vous voyez, sont en train de nettoyer. Et bien sûr, eux aussi se souviennent des niveaux des crues. Ils nous ont montré tout à l'heure où l'eau était arrivée. C'est à peu près similaire au niveau actuel. Peut-être même que le niveau est monté plus haut cette fois parce que la Berre, en fait, a dépassé le niveau de crue de 99. Alors, j'ai moi-même couvert pour France 2 ces inondations d'il y a 15 ans. Je peux vous dire que c'était beaucoup plus dévastateur, beaucoup plus violent. On avait beaucoup d'ouvrages, de ponts, de routes qui étaient littéralement broyées, des voies de chemin de fer. Ça n'est pas le cas aujourd'hui dans l'Aude. On peut dire, je crois, que la prévention a plutôt bien fonctionné. Il faut rappeler qu'il n'y a eu ni victime ni disparu dans l'Aude pour cet épisode. Merci beaucoup Véronique. Et puis à noter que le Var est donc à nouveau ce soir placé en vigilance orange. Une procédure de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle a été lancée, tout comme pour les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Et cela après la mort de 2 personnes vendredi dans ces inondations. Une enfant de 8 ans est toujours portée disparue dans le secteur de la Londe-les-Morts. Le point météo maintenant avec Tania Young. Bonsoir Tania, c'est l'épilogue d'un week-end de pluie exceptionnel. Bonsoir, oui, les cumuls sont vraiment très importants. Localement, depuis samedi, on relève jusqu'à 400 mm de pluie. Alors pour vous rendre ces chiffres plus explicites, c'est simple. Sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales, il est tombé ce qui tombe habituellement sur la totalité de l'automne en seulement 3 jours. Tania, un mot des prochaines heures pour les milliers d'habitants qui s'inquiètent bien évidemment ce soir. Alors, sur l'Aude, actuellement, les pluies faiblissent. En revanche, sur les Pyrénées-Orientales, c'est différent. Regardez, à minuit, il pleuvra encore de bonnes précipitations, mais qui vont se décaler. À 9 h, le ciel devrait se découvrir, le temps devrait être à nouveau sec sur le Roussillon, mais cette nuit, il va encore tomber jusqu'à 90 mm de pluie. Et puis ces pluies se décalent, elles concernent maintenant le Var. Donc pour ces raisons, 3 départements placés en vigilance, 2 vigilances en raison des crues, le Var et l'Aude, vigilance orange, et toujours cette vigilance rouge sur les Pyrénées-Orientales en raison des pluies et des crues. Prudence donc ce soir. Merci beaucoup Tania. Autre grand titre de l'actualité avec la page politique. Dans quelques minutes, l'invité de ce dimanche, Marine Le Pen, qui a été réélue présidente du Front National. Mais d'abord, une autre élection, celle de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État avait accéléré le calendrier de son retour sur la scène politique. La première étape était donc cette conquête de l'UMP. C'est chose faite, il est en place, avec à ses côtés un outsider de plus qui s'est fait un nom, Bruno Le Maire, Javid Imbert, Lilia Melconian. Peut-être pas un raz-de-marée, mais une victoire nette. Et c'est bien la seule chose qui comptait hier soir pour Nicolas Sarkozy et ses partisans. Heureux comme un soir de conquête. C'est une très belle victoire. 2 tiers des militants, c'est vraiment énorme. Depuis 2 ans, la droite a montré l'image d'un parti qui pense qu'à l'élection de 2017 et qu'à se battre entre eux. Maintenant, on va se battre ensemble contre François Hollande et pour les Français. Certains y pensent tout de même à l'étape suivante. Maintenant, c'est objectif 2017. Coucou Alain Juppé. Reste à Bordeaux, ça vaudra mieux. Autour de Nicolas Sarkozy et de son épouse, venus saluer leurs supporters, les proches et les fidèles. Ils sont là, sourire aux lèvres. Nathalie Kosciusko-Morizet, Brice Hortefeux, Christian Estrosi. Un seul message à faire passer, le nouveau président de l'UMP veut rassembler. Il faut écouter Bruno Le Maire, il faut écouter Hervé Mariton, il faut écouter aussi toutes les sensibilités de notre famille politique. Et Nicolas Sarkozy ne conçoit pas son retour sans le grand rassemblement.
Rassembler, il le faudra bien, car du haut de ses 29%, Bruno Le Maire s'est finalement imposé face à Nicolas Sarkozy, non pas en simple figurant, mais en véritable acteur. Hier, l'ancien ministre de l'Agriculture a perdu une élection, mais il a gagné un poids politique. Vous avez marqué massivement et clairement votre volonté de renouveau. Cette volonté devrait être entendue et respectée. Il le dira directement à l'intéressé dans quelques heures. Nouvelle vie pour un ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, prend ses fonctions à la tête de l'UMP dès demain matin. Président de l'UMP, mais avec quelle feuille de route? Eh bien, elle est assez dense. Que faire du mouvement? Quel programme? Comment concilier les ambitions des uns et des autres? Des chantiers et quelques épines que nous rappelle Guillaume Darey. Pour Nicolas Sarkozy, terminer la campagne. Il doit désormais relever plusieurs défis. Premier d'entre eux, rénover son parti, l'UMP, dont il a prévu de changer le nom. Un parti plombé par les dettes. Plus de 74 millions d'euros au 30 juin dernier. Il devra aussi bâtir un projet, un programme. Quelle ligne politique, alors que depuis 2 ans, chacun joue sa partition. Et c'est bien son autre défi, réunir cette famille divisée. Il dit vouloir compter sur tout le monde, mais déjà François Fillon prévient par communiqué. L'union n'est pas la soumission. Alain Juppé, lui, place le nouveau président de l'UMP devant ses responsabilités. Qu'il rassemble, qu'il apaise d'abord, parce qu'il y a eu des tensions incontestables, vous y avez fait allusion tout à l'heure. C'est pas dans le conflit interne qu'on peut faire avancer les choses, il faut apaiser et il faut rassembler, donc c'est à lui maintenant de prendre l'initiative. Mais comment rassembler quand tous ces leaders partagent une même ambition, conquérir l'Élysée? Tous veulent imposer l'organisation d'une primaire à Nicolas Sarkozy. Lui devra aussi reconquérir l'opinion s'il veut avoir une chance de l'emporter en 2017. Et avant de retrouver notre invitée Marine Le Pen, avec nous Nathalie Saint-Cric. Nathalie, dans quel état d'esprit est ce soir Nicolas Sarkozy? Il est à bloc, vous le connaissez, c'est son genre. Citation d'un de ses proches tout à l'heure, jusque-là il était sur la bretelle et maintenant qu'il est sur l'autoroute, rien ne pourra plus l'arrêter. Alors il a vécu cette campagne un peu comme une forme de déclassement, à arpenter les gymnases, mais aujourd'hui c'est lui qui a le parti. Alors côté ennemi, il considère qu'avec François Fillon, c'est pas du sérieux, qu'Alain Juppé n'aura ni l'énergie ni la logistique pour s'imposer. Un bémol quand même dans son entourage, on trouve qu'un Juppé, plus un Fillon, plus un Le Maire, plus un Bertrand, ça fait une vraie opposition. Sans compter que si les militants UMP sont eux très très ardents, les sympathisants et les Français sont eux plus perplexes. Alors qu'est-ce qu'on en pense du côté du Palais d'Élysée, par exemple? On est très contents, on a retrouvé leur meilleur ennemi. Un ennemi bien clivant, une façon, espère-t-il, de ressouder la gauche. Alors ils sont persuadés que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui président de l'UMP, va intervenir urbi et orbi, polariser les esprits, et qu'on reviendra ainsi dans le classique combat droite-gauche, avec quand même Marine Le Pen en embuscade. Donc, pour les amateurs de politique, je résume, 3 années intenses en perspective, mars 2015, départemental, congrès du PS en juin, régional avant Noël, 2016, le choc des primaires à droite, à gauche, on verra pour les primaires, 2017, on va y arriver, et d'ici là, Laurent, on ne va pas s'ennuyer. Non, autre élection du week-end, merci Nathalie, avec le congrès du Front National qui s'est tenu à Lyon. Marine Le Pen était la seule candidate à sa succession et elle est redevenue présidente de son mouvement tout en affirmant à la tribune ses ambitions présidentielles. Et elle est notre invitée ce soir en duplex de Lyon. Bonsoir Marine Le Pen, merci d'être avec nous. C'est quand même assez pratique en politique d'être l'unique candidate à la présidence de son parti, au moins on évite les mauvaises surprises. Oui, je sais que vous auriez aimé qu'il y ait des déchirements comme à l'UMP. Eh bien non. Au Front National, nous avons une ligne politique qui est cohérente, qui est claire, qui est adoptée par l'unanimité de nos adhérents et aussi d'ailleurs de nos électeurs. Nous sommes un parti en ordre de marche et nous avons notre candidate à la présidentielle. Voilà, tout ça nous permet de commencer à travailler, car effectivement, c'est le dernier arrêt au stand. L'arrivée de la course, c'est en 2017. Nous nous battons pour gagner, pour appliquer nos idées, pour arracher la France à la désespérance dans laquelle l'UMP et le PS l'ont plongée. Marine Le Pen, vous êtes vraiment sûre de vous, puisque ça fait à plusieurs reprises, vous nous annoncez que vous serez au second tour de l'élection présidentielle. Vous en êtes aussi sûr que cela? On n'est jamais sûr de rien, ce sont les Français qui décident. Non, mais vous l'affirmez beaucoup en ce moment quand même. En France. Je pense que je m'appuie d'abord sur une réalité, ce sont les résultats que nous avons obtenus aux élections européennes. Une élection nationale à la proportionnelle où nous sommes arrivés en tête et nous sommes devenus le premier parti de France avec 25% des voix. Et puis, je crois aussi, mes adversaires
qui ont l'air de considérer comme acquis ma présence au second tour, au point que l'ancien président de la République et le nouveau sont en train de se battre entre eux pour savoir qui des deux arrivera sur la deuxième marche. Effectivement, tout cela me permet d'être optimiste, d'autant que chaque jour qui passe démontre aux Français que la politique menée par l'UMP et le PS n'ont absolument aucune différence l'une avec l'autre, et que tout ceci nous amène à un chômage de masse, à un effondrement économique, à une immigration massive, à une insécurité qui explose. Je crois que les Français ont envie d'autre chose, ils ont envie d'un grand basculement démocratique, et c'est cela, à mon sens, qui arrivera en 2017. Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy est redevenu président de l'UMP. Vous semblez vous réjouir de son retour. Est-ce que vous ne sous-estimez pas finalement l'ancien chef de l'État? Non, je ne sous-estime personne. Je remarque qu'il est mal revenu et qu'il est plutôt mal élu, que son mouvement est l'exact négatif du Front National, c'est-à-dire un parti qui n'est pas en ordre de marche, qui a de considérables problèmes de dette, d'affaires judiciaires en cours, qui est surtout lancé d'ores et déjà dans une guerre des chefs pour 2017, où chacun essaye de tirer la couverture à lui, et avec une ligne politique dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas très claire, puisque si Nicolas Sarkozy a pris des positions pendant la campagne interne, dès qu'il a été élu, il a dit on va faire un accord avec l'UDI, c'est-à-dire avec les plus immigrationnistes, avec les plus européistes et même fédéralistes. Il y a quand même quelque chose d'un peu particulier dans cette godille politique. Moi, ça ne m'étonne pas, mais je pense que ça étonnera quand même certains électeurs. De Pen, un mot du président de la République actuelle. Cette semaine, dans le journal L'Opinion, vous avez dressé de lui un portrait assez surprenant, presque élogieux. Vous estimez, je cite, qu'il est quelqu'un de fin, de plus solide qu'on ne le croit, et qu'il n'y paraît qu'il ne faut pas l'enterrer. Finalement, vous préférez François Hollande à Nicolas Sarkozy comme adversaire? Mais j'ai dit exactement de lui ce que vous venez de dire de Nicolas Sarkozy, à savoir qu'il ne faut pas prendre à la légère ses concurrents. Je pense que François Hollande est une sorte de culbuto, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est couché, mais il arrive toujours à se redresser. Et donc, il faut considérer, à mon sens, qu'il sera candidat. Évidemment, il a un bilan qui est très lourd et très mauvais. Nicolas Sarkozy aussi, permettez-moi, a un bilan très lourd et très mauvais. Et c'est normal, puisque les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et ils ont mis en œuvre, encore une fois, exactement les mêmes politiques. Donc, j'ai envie de vous dire, ce sera ou l'un ou l'autre, mais pour nous, ça ne changera pas grand-chose. Vous réclamez toujours de François Hollande qu'il fasse le choix de la proportionnelle. Il me semble quand même que lorsqu'il existe une telle fracture entre le peuple et ses soi-disant élites, et en tout cas ses soi-disant représentants, lorsque un mouvement comme le Parti socialiste fait 13% des voix, c'est quand même le mouvement du président de la République, la moindre des choses, c'est de redonner la parole au peuple, c'est-à-dire de dissoudre l'Assemblée nationale et d'imposer la proportionnelle, qui est à mon sens le seul mode de scrutin véritablement démocratique. Merci Marine Le Pen. Juste une dernière question. Le Front National a du mal à trouver des financements. Est-ce que vous nous confirmez ce soir que c'est une banque russe qui finance aujourd'hui en partie le Front National, un prêt de 9 millions d'euros, c'est ça? Non mais une banque russe ne finance pas le Front National. Nous avons fait un prêt, nous avons été obligés d'aller à l'étranger parce que pas une seule banque française ne veut nous prêter. Alors écoutez, si demain une banque française rachète notre prêt, immédiatement je signe, immédiatement. Mais je crains que peut-être elle soit entre quelques mains politiques, figurez-vous. Juste une confirmation, c'est donc une banque russe qui finance en partie le Front National aujourd'hui? C'est une banque tchéco-russe. Elle aurait pu être ougandaise, guatémaltèque, que j'aurais été ravi de signer ce prêt, car, encore une fois, la démocratie, c'est aussi permettre aux partis politiques de pouvoir se présenter aux élections et empêcher les partis politiques de se financer auprès des banques de leur propre pays. Il est là le véritable problème. C'est ça qui devrait choquer tout le monde. Merci beaucoup Marine Le Pen. Dans l'actualité à l'étranger, au 3e et dernier jour de son voyage en Turquie, le pape François a fermement condamné l'attentat commis contre une mosquée au nord du Nigeria, dans lequel plus de 120 personnes ont été tuées, dénonçant, je cite, un péché extrêmement grave, une attaque attribuée au groupe Boko Haram. Revenons maintenant sur les suites des émeutes de Ferguson et le réveil de la question raciale aux États-Unis. On part tout de suite pour Washington. Bonsoir Jacques Cardot. Jacques, première information ce soir, l'auteur de ces coups de feu qui ont coûté la vie au jeune adolescent noir qui a décidé, en tout cas ce soir, de démissionner de la police.
Exactement, l'officier Wilson a démissionné de son poste de officier municipal. Il pourra réintégrer une autre unité de police ailleurs plus tard. Il a décidé vouloir le faire pour éviter des mesures de représailles contre lui et contre ses collègues policiers. C'est en tout cas le signe qu'il y a une grande fracture sur place. C'est ce que l'on vous raconte avec Laurent Desbois de Ferguson à Washington. Voici notre reportage. Ferguson, témoin d'une colère et d'une rage. C'est l'image d'une fracture, d'une Amérique sous le choc, qui n'en a peut-être pas fini avec ces vieux démons de la tension raciale. Au lendemain des émeutes, à proximité de ces bâtiments encore fumants, nous sommes témoins de cette tension, jusque dans les regards. D'un côté, un policier blanc qui enregistre chaque fait et geste. De l'autre, une communauté noire qui s'estime injustement traitée et n'entend pas baisser la tête. Ce que l'affaire Michael Brown révèle, c'est qu'on se rend compte qu'en tant que Noirs, on peut simplement se faire tirer dessus par la police, simplement parce que les Blancs ont peur de nous. Les Noirs ont besoin de s'impliquer davantage, de voter, de faire acte de candidature pour la mairie et la police. Comme ça, on pourra faire changer les choses de l'intérieur. La fracture entre Noirs et Blancs, à Ferguson, elle ne fait aucun doute et elle fait peur. Voici ce qui était encore une pizzeria la veille au soir. Pour la famille du propriétaire, tous blancs, le coup était prévisible. On avait reçu plusieurs menaces dans les jours précédents. Jusque-là, rien ne s'était passé, mais quand on allumait la télé à la maison, on a compris que c'était notre pizzeria qui brûlait. Ce bâtiment a-t-il brûlé parce qu'il est tenu par des blancs ? Je ne peux pas vraiment dire. Ferguson est-elle une exception ou le signe que le rêve d'une Amérique post-raciale s'est envolé ? En moyenne, aux États-Unis, les foyers blancs gagnent 70% de plus que les noirs. La pauvreté touche 3 fois plus la communauté afro-américaine. L'espérance de vie d'un noir est même 4 ans inférieure à celle d'un blanc. Ici, l'arrivée d'un président noir au pouvoir n'a pas changé grand-chose. Rien ne pouvait se faire en si peu de temps, et quel que soit le président au pouvoir, on sait que ça prendra encore du temps. Mais en jouant le rôle du rassembleur lors de son élection, Barack Obama avait fait naître l'espoir d'une réduction des inégalités. 6 ans plus tard, beaucoup estiment qu'il ne fallait pas trop en attendre. Les gens l'ont vu comme un sauveur, mais je crois que c'est juste un homme qui essaie de faire son boulot et pour tout le monde. Devant le mémorial Martin Luther King à Washington, on sait bien que la fracture raciale demeure, mais la communauté afro-américaine a du mal à critiquer Barack Obama et préfère parler du chemin déjà parcouru. C'est mieux qu'il y a 10 ou 15 ans, mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Toutes les critiques sous l'angle racial que l'on peut faire au président, on ne les ferait pas avec un autre président. Ça montre bien qu'il y a encore du chemin à parcourir. 50 ans après la fin des lois sur la ségrégation aux États-Unis, personne ne peut affirmer que les inégalités ont disparu, une réalité dure à entendre en 2014. À suivre dans un instant, enquête sur la traque et le pillage de trésors historiques. Plus de 500 000 objets archéologiques seraient dérobés chaque année en France. Et puis notre invité avec le retour de Jean Dujardin dans une production 100% française, un polar à l'ancienne. Il vient nous présenter La French qui sort mercredi prochain. Mais d'abord un phénomène rare. Demain, des manifestations pas comme les autres. Des dirigeants d'entreprises ont lancé un appel à Paris et à Toulouse. Les grands patrons comme les artisans et petits commerçants réunis pour, je cite, lutter contre 30 ans d'une politique qui a bridé l'économie. En ligne de mire, les 35 heures. Voici ce soir le portrait de 2 chefs d'entreprise qui nous racontent les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Angélique Forget, Mathieu Régnier et Arnaud Fora. Quand il part travailler, Stéphane Després sent un peu plus le poids des responsabilités. Ce salarié est devenu patron. Il y a 5 mois, il a racheté l'entreprise dans laquelle il travaillait. Pour se lancer, il a emprunté 100 000 €. Une aventure qui a un prix, pas seulement financier. On a toujours peur d'avoir une bricole, un imprévu, ce qui peut arriver à tout le monde de toute façon. Donc ouais, c'est une angoisse un petit peu permanente, mais bon, en même temps, je dirais peut-être plus du stress. Alors est-ce que c'est du bon stress ou du mauvais stress? Mais bon, c'est une motivation, on va dire. Le stress, Tanguy Dezandre le ressent aussi tous les jours. Sa société de 20 salariés développe un réseau de crèches d'entreprise. Cet été, les huissiers ont sonné au domicile de ce patron parisien pour une facture que l'URSSAF croyait impayée. C'est assez inquiétant. Il faut dire à sa famille que le lendemain, il y a peut-être quelqu'un qui va arriver pour ouvrir la porte et saisir des meubles. Ça signifie qu'un chef d'entreprise, il est impliqué totalement, personnellement dans la vie de son entreprise et que il est responsable à titre personnel et même sa famille l'est. Un contrôle de l'URSSAF, c'est ce qui attend Stéphane Després cette semaine. Il a dû fournir toute une liste de documents.
Une paperasse qui, dit-il, lui fait perdre beaucoup de temps. C'est le parcours du combattant, quoi. Et c'est un petit peu dommage, malgré ce qu'on dit que c'est simplifié, on simplifie pour les jeunes, etc. Ça reste quand même assez compliqué. Il faut vraiment le vouloir pour le faire, quoi. Pour Tanguy Desandres, il faut assouplir la réglementation qui régit la vie de l'entreprise. Au quotidien, quand on est patron d'une entreprise, on doit répondre à des milliers de règles, dont évidemment une partie nous seront complètement inconnues. Alléger la gestion administrative, baisser les charges, assouplir le droit du travail, des revendications qui seront portées cette semaine par les chefs d'entreprise. C'est une pratique illégale et pourtant c'est un loisir que pratiquent de nombreux passionnés à l'aide de détecteurs de métaux. Le pillage des sites archéologiques, je vous le disais, plusieurs centaines de milliers d'objets enfouis sous terre seraient ainsi volés chaque année avant d'être revendus sur Internet. Alors que risque-t-il vraiment? Enquête signée Florence Griffon et Frédéric Faure. C'est un trafic peu connu du grand public. Des milliers de pièces romaines, gauloises ou du Moyen-Âge se vendent chaque jour sur Internet. Des trésors historiques trouvés sous terre grâce à un détecteur de métaux comme celui-ci. Un loisir qui parfois s'apparente à du vol et ça peut aller très loin. Un lundi matin, je suis arrivé pour l'ouverture du musée et à cet endroit-là même, il y avait un trou d'environ 1 mètre de diamètre. Et comme le petit poussé, on a pu suivre sur 97 trous jusqu'au site romain en cours de fouille. Ces trous n'ont pas été faits au hasard. Il s'agit d'un pillage sur un chantier de fouilles archéologiques. C'était il y a 2 ans près de Poitiers. Qu'ont-ils trouvé? On ne le saura jamais, mais on en a une petite idée. Donc voilà le type d'objet qu'on peut trouver sur le site en fer ou en bronze qui peut être découvert et pillé par les gens maniant les détecteurs de métaux. En plus, c'est à 10-15 cm de la surface du sol, donc n'importe qui peut le trouver, oui, effectivement. Des vestiges enfouis sous terre, il y en a des milliers en France, qui ressurgissent souvent à l'occasion de chantiers de construction. Dans ce champ, les fouilles ont mis à jour 3 villas gallo-romaines. À peine découvertes, elles sont déjà ensevelies à nouveau pour les protéger des pillards et en attendant des recherches plus poussées. Pourquoi c'est un problème qu'il y a des gens qui viennent éventuellement creuser un peu à côté? C'est du vol. C'est du vol qualifié, c'est de la spoliation du patrimoine commun à tous les Français. C'est une perte énorme d'informations. Chaque année, 520 000 objets archéologiques seraient ainsi déterrés un peu partout en France. Bijoux, outils, pièces de monnaie sont vendus en toute illégalité par des particuliers sur Internet. Fibules romaines, fragments de clés romaines, c'est les clés de coffret. Là, il n'y a pas de souci, ça c'est du prélèvement au détecteur de métaux. Qui sont ces vendeurs? Nous avons décidé de rencontrer l'un d'entre eux en caméra cachée. Il vend ce lot 100 €. Dans ce simple carton, un mélange hétéroclite. L'homme n'a aucune formation historique, mais nous vend tout de même les richesses de son trésor. Ça vous a pris combien de temps pour avoir... C'est rapide, c'est... Trentaine de sorties. Trentaine de sorties. Ça sera un bouton mérovingien. Il nous montre ensuite le clou de sa collection. Et ça, c'est ma plus belle pièce, c'est une gauloise de 76 après Jésus-Christ. Et il n'a aucun scrupule à faire commerce de ses découvertes. Est-ce que ça peut faire carrément un petit complément de revenu? Oui. Oui. Oui, quand on en fait 2 heures par jour, il faut se distraire quand même. Ce comportement a le don d'exaspérer les représentants des associations de détection. Ce monsieur n'a pas le droit de vendre ces objets comme ça. On n'a pas le droit d'utiliser un détecteur de métaux pour rechercher des objets archéologiques ou historiques, déjà premièrement sans avoir l'autorisation du propriétaire du terrain et sans avoir l'autorisation des services de l'État. Toute découverte doit être l'objet du hasard. Chercher volontairement un trésor est interdit, une règle que certains redécouvrent. Tribunal de Meaux en août dernier. Ce viticulteur a été condamné à 197 000 € d'amende. Avec son détecteur de métaux, il avait constitué un petit musée. Des milliers de pièces de monnaie, des centaines d'outils. La collection d'une vie qui retombe dans le domaine public avec ce regret. On ne saura jamais où chaque objet a été trouvé. Comme ça que dimanche, une semaine d'actualité sur le fil avec une couleur à l'honneur cette semaine. Le fil signé Jean-Baptiste Marteau et Christophe de Martineau. Sur le fil cette semaine, une couleur, l'orange. Car jusqu'au 10 décembre, l'ONU nous invite à mettre une touche d'orange dans nos rues, nos quartiers, sur nos vêtements, pour dénoncer les violences faites aux femmes. D'ailleurs, à New York, l'Empire State Building, Times Square et bien sûr le siège de l'ONU ont déjà donné l'exemple.
L'exemple, Simone Veil l'a donné il y a tout juste 40 ans lors du vote de sa loi sur l'IVG. 40 ans déjà, et oui, le temps passe vite. De l'orange, venons-en au bleu, celui de l'UMP qui a donc élu Nicolas Sarkozy président du parti. Une fin de campagne agitée, avec en prime un zeste de propos polémiques. J'avais voulu Rachida Dati comme garde des Sceaux parce que je m'étais dit que Rachida Dati, avec père et mère algériens et marocains, pour parler de la politique pénale, ça avait du sens. Le Pen aussi a provoqué. Non pas Marine, réélue présidente du FN, mais son père, qui a une solution pour le français parti faire le djihad. Et moi, j'ai un centre éducatif tout trouvé pour lui, c'est la guillotine. N'est-ce pas? C'est très clair. Oui. Qui est une manière plus propre de couper la tête que celle qu'il emploie lui-même. N'est-ce pas? Des oranges, on pourra peut-être en apporter derrière les barreaux au joueur de Bastia, Brandao, condamné à 1 mois de prison ferme pour un coup de boule sur Thiago Motta. Pour finir, le film ne pouvait pas manquer le coup marketing de la semaine. Le premier extrait du 7e Star Wars est la vidéo la plus partagée de la semaine. Quand on vous dit que le style orangé des années 70 revient à la mode. Vous l'aurez donc compris, on doit se mettre à l'orange. Et Paris est à la traîne. Alors pourquoi pas un peu d'orange sur les grands bâtiments de la ville, et même tiens, sur le siège de France Télévisions. Après tout, si c'est pour la bonne cause... L'invité de ce dimanche dans la vie d'un acteur, tous les rôles sont bien sûr importants, mais celui-là a comme une saveur particulière. Jean Dujardin retrouve la France avec un rôle qu'aurait pu incarner l'un de ses héros, Jean-Paul Belmondo. La French, c'est le film événement qui sort mercredi prochain, un thriller à l'ancienne, un univers, un face-à-face et puis un juge qui va se battre avant d'être exécuté. Bonsoir Jean Dujardin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Quand on se réveille un dimanche et qu'on ouvre le journal Le Parisien et qu'on voit que 80% des Français vous aiment, ça vous fait quoi? Ça vous pousse à être trop modeste. Ça vous pousse à être trop modeste. Un petit peu, oui. Ça fait plaisir déjà. Évidemment que ça fait plaisir. Maintenant, on a toujours peur que ça inhibe. Alors, on se dit, laissez-moi un petit peu dans ma case, laissez-moi travailler. Je vais encore progresser. Ça peut geler un peu les choses, quoi, très tôt. Finalement, je n'ai que 15 ans de carrière. J'ai pas énormément de films parce que je fais attention. J'essaie d'en faire un par an. Mais parfois, ça semble être un peu excessif. Et en même temps, c'est très plaisant. Vous êtes d'accord avec eux? 80% d'entre eux vous trouvent sympathique, vous êtes sympathique. Je suis très sympathique. Talentueux. Vous pouvez même pousser à 97%, je pense. Talentueux. Ça, ma foi, c'est pas à moi de le dire. Non, écoutez, c'est très agréable, mais ça fait partie des choses qu'on prend et puis qu'on met de côté et on essaie de travailler, voilà. On a peur parfois que les gens, un jour, ils vous aiment plus du tout. Est-ce que vous y pensez encore à ça, que ça s'arrête? Pas le sentiment qu'on me veuille du mal, j'ai pas le sentiment... Non, en fait, non, je crois pas. Je crois que je travaille depuis 15 ans comme un artisan, avec mes doutes, avec mon envie, avec ma sincérité. Ça arrivera de toute façon, hein, je pense. Enfin, on a eu des exemples déjà, des traversées du désert. On sait que ça peut arriver. C'est normal d'ailleurs. Et puis il faudra se réinventer ses personnages selon son âge. Ouais. Récemment, Guillaume Canet sur ce plateau nous disait les Français, ils n'aiment pas trop le succès, ou alors ils vous le font payer un jour. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Je sais pas. Je pense qu'on est un peu tous rentrés là-dedans. Faut faire attention. En tout cas, je pense qu'il faut plus le dire. Je pense qu'au contraire, il faut dire ça se passe bien. Moi, j'ai eu la chance de faire des avant-premières partout en France, et c'est pas du tout une réalité. Les gens aiment bien qu'un acteur prenne des risques, passe de la comédie au drame. Je sens pas non plus cette espèce de couperet définitif. En tout cas, j'ai pas envie de le voir. En tout cas, voilà. Alors voilà un rôle, en tout cas, le juge Michel, qu'aurait pu incarner les Ventura, Belmondo, ce type de personnage, c'est vrai, forcément. C'est un héritage dur, là, c'est lourd quand même. Bah oui, mais c'est ça aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je vois même Gilles Lelouch dans le film, c'est vrai que je pense à Ventura, ce qu'il arrive à incarner avec... parce que c'est vrai qu'il y a une symétrie entre ces personnages et nos âges. Là, on s'amuse à dire que c'est notre premier film d'homme, mais c'est vrai qu'on pense à eux. C'est vrai qu'on pense effectivement au cinéma de Verneuil. Et Belmondo vient vous voir sur le tournage. Il est venu à Marseille, oui. Mais il venait pas que pour le tournage, il venait aussi pour le soleil. Hein. Jean-Paul, il a besoin de soleil, donc. Mais effectivement, on était complètement dans ces années-là. C'est vrai qu'il aurait pu le faire en 75, oui. Alors voici l'histoire de ce juge qui a bel et bien existé, atypique, audacieux, courageux, aux méthodes parfois brutales, jouant avec la procédure pour lutter contre le grand banditisme et le trafic de drogue. Le juge Michel qui sera finalement assassiné. La French, film librement inspiré de la réalité. On en parle dans un instant, mais d'abord quelques images et le commentaire. Ambroise Boulay. La French Connection, une organisation mafieuse qui a fait de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne. Marseille, années 70. Un jeune magistrat débarque dans une ville gangrénée par la drogue. Bon appétit, monsieur le juge.
Il est nommé juge du grand banditisme. Il s'appelle Pierre Michel. Vous connaissez tous vos dossiers par cœur? Ma date de naissance? 15 avril 1935. Un juge brillant et bien réel. En France, Pierre Michel est devenu célèbre le jour de son assassinat. Bonsoir. Un juge est mort ce midi à Marseille, assassiné dans la rue. Le 31 octobre 1981, le juge Michel est abattu de 3 balles par 2 tueurs à moto. Le magistrat s'était fait beaucoup d'ennemis en combattant les faux-monnayeurs et les trafiquants de drogue. Un incorruptible qui a inspiré le réalisateur marseillais Cédric Jiménez. J'ai un profond respect, une profonde admiration même pour cet homme. Ses convictions, cet homme de passion avec ce courage incroyable, c'est vraiment le genre de personnalité moi qui me fascine. Jean Dujardin enfile son costume et s'attaque à un gros poisson du Vieux-Port. Gaëtan Zampa, dit Tani, un parrain marseillais incarné par Gilles Lelouch. J'ai toujours rêvé d'incarner un méchant, entre guillemets. C'est la première fois que je le fais, j'y ai pris beaucoup de plaisir, mais encore une fois parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans ce méchant-là. C'est pas juste un méchant définitif comme dans les Marvel. Zampa, t'as ce mot-là à la bouche, t'es complètement obsédé. Des personnages et une histoire librement inspirée de la réalité. Qu'est-ce que vous voulez? Je mets un pied dehors, on parle de vous, je me retourne, vous êtes sur mon cul. Jusqu'à imaginer une rencontre entre le juge et le voyou qui n'a jamais eu lieu. Mais le destin du juge Michel, lui, est bien fidèle à l'histoire. À l'époque à Marseille, c'est le milieu qui fait la loi. Alors Jean Dujardin, vous êtes replongé dans ces images d'archives. Il y en a assez peu finalement. Il y en a très peu, oui. Il y a un bouquin d'Alain Laville qui était très dense, qui expliquait très bien les choses. Nous sommes allés quelques semaines avant le tournage à Marseille rencontrer des magistrats, des avocats, des policiers qui avaient côtoyé le juge Michel. C'est difficile de faire le tri, parce qu'en même temps on se dit c'est pas un biopic, on n'est évidemment pas là-dedans. Effectivement on prend beaucoup de liberté, mais et en même temps il y a beaucoup de lui aussi. Il y a aussi il y a beaucoup de lui, mais il a fallu que je fasse aussi un peu mon juge Michel, parce qu'on entend de tout. On est entre la mythologie de Marseille des années 70. Les faits, parce qu'effectivement il y a des choses qui sont réellement passées, qui sont dans le film, on a essayé de suivre ça, mais après on prend des libertés parce que l'intérêt était aussi de rentrer dans son intimité. C'est un film aussi à hauteur d'homme, donc il fallait le voir en tant que père, en tant qu'ami, et là forcément je n'y étais pas. Donc, et on se laisse parfois envahir par ce type de personnage quand on rentre dans une personnalité comme la sienne. Un petit peu, il est toujours là. On l'aborde avec beaucoup de respect, beaucoup d'humilité. On fait attention parce que c'est pas rien. C'est quand même 2 personnages très très emblématiques à Marseille, Gaëtan Zampa et le juge Michel. Donc faut pas que ça soit trop inhibant non plus. Voilà, faut aussi dépasser ça. C'est une adaptation, le cinéma après tout. À nous de proposer aussi d'autres choses. Il y a une scène assez incroyable dans une cabine téléphonique. On va pas raconter tout le film, qui est très forte. Elle a été compliquée à jouer celle-là. Elle a bougé des choses en vous. En fait, je voulais la faire. C'est pareil, cette scène n'existait pas dans le scénario et je me suis dit à ce moment-là, le vernis craque, il était scellé, le procureur le laisse, sa femme est partie, c'est compliqué pour lui et effectivement, j'avais besoin de retrouver une scène, avoir une scène forte, ne pas le voir picoler sur la jetée, etc. comme tous les clichés dans tous les films. Mais j'avais envie de le voir effectivement très humain. Et la seule chose qu'il doit faire, cet homme, c'est rappeler sa femme. Voilà, c'est son refuge, c'est sa femme. Parce que les femmes sont très importantes dans le film aussi. La femme de juge Michel, interprétée par Céline Salette, qui est assez incroyable, et Mélanie Douté pour Gaëtan Zampa. Tout à l'heure, on parlait de Jean-Paul Belmondo, qui aimait bien tourner avec ses amis, une bande qui traversait effectivement sa carrière. Il y en a un sur le film, qui c'est Gilles Lelouch, qui est face à vous, 2 personnages forts, compliqués à la fois d'être, on va dire, amis dans la vie et de se retrouver dans cette confrontation. Il n'y a pas beaucoup de scènes où vous êtes ensemble. Non, il n'y a pas beaucoup de scènes, évidemment, parce qu'il n'y avait pas lieu, d'ailleurs. Le juge Michel n'aurait jamais voulu rencontrer Gaëtan Zampa. Mais Gilles, il se trouve que c'est un acteur formidable, qui me surprend à chaque fois, qui est à chaque fois d'une justesse. Et on avait effectivement la même vision du film. Mais avant d'être des copains, on est aussi des acteurs. Nous, ça n'a pas été une demande, on s'est pas dit, il faut absolument faire un film après Les Infidèles. Par exemple, faisons-nous un film de mafieux. Parce que c'est plus qu'un film mafieux, même, je dirais que c'est vraiment je sais pas comment on pourrait qualifier ce film d'ailleurs. Je pourrais dire que c'est aidez-moi d'ailleurs, Laurent. C'est une fresque. C'est une fresque sur fond de. Bah, j'achète ça alors, je prends ça, c'est bien. Mais non, c'est plus confortable d'être avec un ami, c'est sûr. C'est plus confortable parce que
parce qu'on est en confiance, parce que tout est plus joyeux sur le plateau. Et on sent bien que ce film il est particulier, que ce personnage vous a un peu habité. Il y a aussi un petit côté rêve d'enfant de se replonger un peu dans cette époque-là, dans les Simca qu'on voit défiler sur la corniche, les pattes un peu plus longues, les costumes. Moi, dans les années 70, j'avais évidemment d'autres préoccupations. J'étais un enfant, donc les quelques souvenirs que j'ai de cette époque-là, ce sont des images de films. Donc évidemment, je me souviens des déesses, des cravates en laine et des gitanes. Mais oui, c'est pas un rêve de gosse, c'est un rêve d'acteur. Je pense que tous les acteurs aimeraient un jour pouvoir faire effectivement des personnages aussi forts dans les années 70. C'est quand même la belle époque. C'est pas pour rien que ces années reviennent de toute façon, que ce soit dans le cinéma, dans la musique, voilà. Autre période dans laquelle vous allez vous replonger, le cinéma de Lelouch, prochainement. Oui. Beau Paris, ça aussi. Ça, c'est sacré Paris, oui, parce qu'on sait jamais. On sait jamais comment ça commence et on sait jamais comment ça finit. C'est comme il dit, il y a le rationnel et l'irrationnel. Donc, je vais me rendre très disponible pour ce tournage. Mais je suis très excité, oui. Une autre bonne nouvelle pour les fans de Brice de Nice. C'est en écriture. Le retour de Brice. Oui, c'est mon clown. Oui, absolument. Brice 3, parce que je casse le 2. Le besoin de légèreté, de revenir un petit peu à ça, de rire un peu, de retrouver un peu de légèreté dans tout ça. Un peu d'insouciance et puis d'arrêter d'avoir un peu peur, quoi. Ouais. C'est effectivement, ouais, ça, j'ai besoin de lui. C'est un personnage qui est parti en fait du café-théâtre, qui m'a toujours aidé. Et il m'a reconvoqué. Il vous a reconvoqué pour faire le point sur ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a à vivre après. Ouais. Merci à vous, Jean Dujardin. Merci à vous. C'est un très beau film. La French sort mercredi prochain. Belle performance d'acteur. C'est un beau film. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de vous avoir suivis. La météo, Tania Young, puis De Rouille et d'Os. Très joli film également, signé Jacques Audiard avec Marion Cotillard. 22h50, je vous retrouve pour un jour un destin consacré à Renault. Demain, l'information, c'est dès 6h30. Télématin, 13h, Élise Lucet, 20h, David Pujadas. Passez une très belle soirée et à bientôt.